Bonjour à tous, bienvenue à cette session d'information, c'est le 13h. Dans l'actualité de ce jeudi, 1 milliard de nos francs pour relancer les microcrédits aux plus pauvres. Le gouvernement du Nouveau Départ joint l'acte à la parole. Les systèmes financiers décentralisés ont reçu leur enveloppe ce mercredi. La Banque mondiale dans une dynamique de nouveaux partenariats avec l'Assemblée nationale. Le diagnostic système pays avec l'institution parlementaire est en cours d'élaboration. Elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes, plus de monde pour les peupler, vous les verrez, les salles de cinéma sont dans un état peu valorisant pour le 7e art au Bénin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Et on démarre par ces images. Le président de la République a reçu ce matin justement à son cabinet les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Il s'agit d'une rencontre qui fait suite à une demande d'audience exprimée par un collectif de 6 organisations syndicales. Ainsi, au terme de leur forum du 27 février dernier sur l'état de la nation, la COSI Bénin de Noël Chadaré, la CGTB de Moudassirou Bachabi, la CSA Bénin de Anselme Amoussou, la CSUB de Christophe Wessinon, l'UNSTB de Emmanuel Zounon et la CSPIB de Christophe Devonou ont jugé utile de soumettre au président de la République certaines de leurs doléances regroupées en 6 points. Et puis, il faut signaler que les échanges entre le chef de l'État et les partenaires sociaux auxquels ont également pris part, j'allais dire 4 ministres du gouvernement. Et cette séance a duré plus de 2 heures d'horloge. À l'issue de cette discussion, le porte-parole du collectif des secrétaires généraux de centrales et confédérations syndicales s'est exprimé au micro de la télévision nationale. Moudassirou Bachabi revient ici sur l'essentiel à retenir de cette audience au cabinet du président de la République. Il faut dire que cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre d'une demande d'audience que ces centrales ont bien voulu adresser au chef de l'État pour discuter d'un certain nombre de préoccupations qui fâchent. Et ces préoccupations, nous les avons résumées en 6 points. Ça concerne la question de liberté, les pertes massives d'emplois que nous constatons, la cherté de la vie, les nouvelles propositions de loi qui circulent. Et ça concerne également le non-respect d'un certain nombre d'engagements qui ont été pris par le gouvernement, que ce soit celui-ci ou le gouvernement précédent. Donc sur toutes ces questions, nous avons donc échangé avec le chef de l'État et ses collaborateurs. Il ressort globalement de ces échanges-là qu'il y a un déficit de communication entre l'exécutif et les partenaires sociaux que nous sommes. Et donc le gouvernement a pris l'engagement de corriger ce déficit-là. Il y a également que sur les questions de liberté, oui, le chef de l'État a humblement reconnu quand même qu'il y a un certain nombre d'abus, notamment de dérives qui se sont été constatées, notamment en ce qui concerne les questions des étudiants. Bien entendu, il n'a pas voulu s'impliquer directement dans ces questions-là, mais il a promis en tant que responsable, en tant que père de l'ancien, de voir ce qu'il serait possible de faire. Et sur les questions de communication et les réformes, le gouvernement s'est engagé également à voir dans les tout prochains jours la possibilité d'échanger sur un certain nombre de réformes qui sont en cours ou annoncées pour que les partenaires sociaux aient l'information qu'il faut et que nous puissions tous construire le pays qui est le nôtre. Je crois qu'il y a une amorce, disons, d'échange et il y a désormais peut-être une tradition de concertation et de consultation qui va s'établir, qui va certainement avoir l'avantage d'aplanir un certain nombre de difficultés. Mais il est évident, vous savez que les dents et la langue séjournent dans la même bouche et ça arrive quand même qu'il y ait de petits grincements. On ne peut pas dire que le ciel est tout à fait dégagé, qu'il n'y aura pas de ciel, mais il est évident que la volonté est exprimée de part et d'autre de faire en sorte que les crises soient épargnées à notre pays. Cette volonté existe, elle est réelle, elle est affichée de part et d'autre. À l'instant, Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la CGTB. Pour la circonstance, il était le porte-parole des syndicats.
Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. L'Union des femmes conseillères communales des départements de la Liborie, du Borgou et des Collines est allée présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale. Ces femmes conseillères sont en effet de retour d'une mission au Sénégal où elles ont été honorées. Suivons leur présidente Adiza Broutani à l'issue de l'audience. L'objet de notre visite, c'est d'abord de remercier le président pour les efforts qu'il fait en direction des femmes, pour l'émergence des femmes, l'émancipation de la femme, pour la prise en compte du genre au niveau des postes électifs et aussi lui faire le compte-rendu d'un voyage que nous avons organisé du 17 au 24 septembre au Sénégal pour nous enquérir des expériences des femmes élues conseillères du Sénégal. Le président Oubedji nous a vraiment très bien reçus d'abord. Malgré son calendrier chargé, il nous a reçus et il nous a accordé vraiment de son temps. Nous avons discuté, il nous a confirmé la lutte qu'il est en train de mener en notre direction. Bon, la fois passée, il y a eu un séminaire, les décisions qui ont été prises au cours de ce séminaire, il nous a fait part de ça. Ça nous a beaucoup intéressés et nous pensons qu'on va l'accompagner dans cette course et nous lui souhaitons vraiment une longue vie, bonne santé pour qu'il puisse quand même toujours plaider pour la cause féminine. Et puis, on vient de l'apprendre, le malgache Ahmad Ahmad a été élu ce jeudi à la surprise générale président de la Confédération africaine de football CAF lors d'une élection qui l'opposait au Camerounais Issa Yatou qui dirigeait l'organisation depuis 1988. M. Ahmad a obtenu les suffrages de 34 des 54 fédérations africaines votantes lors d'un scrutin organisé dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Yatou obtenant les 20 autres voix selon les résultats officiels communiqués à l'Assemblée générale de la CAF. Vous aurez beaucoup plus de précisions dans nos prochaines éditions. Et puis, on reste toujours au Parlement pour dire qu'une délégation de la Banque mondiale est allée rendre une visite de courtoisie au président Adrien Oubedji. Cette civilité vient en prélude à une consultation des parlementaires sur l'élaboration du SDC, entendez, le diagnostic systématique pays du Bénin. Pierre Laporte, chef de la délégation, revient ici sur les enjeux d'une telle consultation. Nous sommes ici, moi, avec une équipe et on accompagne l'équipe qui est sur place pour les débuts des consultations sur ce qu'on appelle diagnostic systématique pays. C'est la nouvelle méthodologie de la Banque mondiale pour l'élaboration de cadres de partenariat. On a deux étapes. D'abord, c'est de faire un diagnostic systématique du pays pour identifier les contraintes qui empêchaient le pays à atteindre les objectifs de réduction de pauvreté et d'une richesse mieux partagée. Et en identifiant ces contraintes, on peut aussi identifier les opportunités qui permettra le pays à mieux atteindre ses potentiels. Et après cette étape, on aura les consultations sur le cadre de partenariat. Et l'idée de ce matin, c'était juste de présenter, Monsieur le Président, un peu en avance les discussions qu'on va entamer avec les parlementaires. Et toujours en vue de l'élaboration de la préparation de ce document boussole, le diagnostic systématique pays, la Banque mondiale a entrepris également une consultation auprès des parlementaires à Porto Novo. Guillaume Avienou pour la restitution des travaux. Dans un an, une douzaine de projets et programmes sur la vingtaine de la Banque mondiale au Bénin devraient arriver à terme. L'institution qui souhaiterait poursuivre ses interventions dans le pays s'est lancée depuis peu dans un processus d'identification des contraintes et opportunités dont dispose le pays pour son développement durable. La Banque mondiale, sous le coup des réformes depuis 2014, veut en effet aider le Bénin à élaborer son SDC, son diagnostic systématique pays. Nous sommes bien informés de la nécessité de réduire l'extrême pauvreté, mais nous constatons peut-être d'année en année, de gouvernement en gouvernement, que cet objectif est loin d'être atteint. Alors l'idée est que nous puissions échanger avec les experts pour peut-être dire ce qui, d'après nous, constitue les contraintes. Il est donc important pour nous de commencer par jeter les bases en consultation avec les autorités nationales et l'ensemble des parties prenantes au développement, en vue de la préparation
d'un nouveau cadre de partenariat qui nous permettra de renforcer nos actions pour mieux répondre aux besoins pressants du pays. L'élaboration du SDC n'est en fait que la première phase d'un processus dont la seconde phase est la préparation proprement dite du SDC. Il s'agit d'un document qui va servir de boussole aux actions de la Banque mondiale dans le pays en fonction d'une part des éléments clés du diagnostic, mais d'autre part en fonction des priorités nationales et des interventions des autres partenaires. Le Bénin étant un pays à économie majoritairement agricole, les députés ont souhaité, entre autres, que la Banque mondiale s'attarde sur l'amélioration des performances du pays dans ce secteur. Vous nous avez accompagnés beaucoup dans le domaine agricole et les indicateurs à ce niveau-là se sont véritablement améliorés. Mais à un moment donné, vous avez coupé très brutalement votre financement. Et cela a eu pour conséquence de faire chuter tous les acquis que nous avons eu dans ce domaine. Vous avez dit que les populations de ces zones cotonnières étaient plus pauvres que les pauvres du Bénin. Maintenant, dans votre diagnostic, je n'ai pas vu quelque part où vous avez parlé de cette catégorie de pauvres. Puisqu'on continue de cultiver le coton, et comme Honorable Baboudou l'avait dit, ça détruit la terre. Banque mondiale, aidez-nous. Sinon, la famine va emporter les populations de cette région. La finalité des présentes consultations avec les différents acteurs de développement du pays est de disposer d'une base de données pour l'éradication de l'extrême pauvreté et une plus grande promotion de la prospérité partagée selon la Banque mondiale. Je l'annonçais dans les titres, les microcrédits aux plus pauvres sont de retour. Dans le cadre de la relance de cette activité de microfinance, la ministre de la Fonction publique et des Affaires sociales a officiellement remis des chèques au système financier décentralisé. La cagnotte est estimée à 1 milliard de nos francs. William Chouki. La promesse a été faite le 8 mars à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme. Une semaine après, le gouvernement joint l'acte à la parole. Il procède à la remise de chèques au système financier décentralisé. Un acte qui relance la mise à disposition des populations des microcrédits aux plus pauvres. Le programme de microcrédit aux plus pauvres a démontré toute sa pertinence comme instrument efficace de réduction de la pauvreté. Ils sont au total 7, ces partenaires stratégiques du FNM, le Fonds national de la microfinance. Cet système financier décentralisé a recevoir leur lettre de notification. Ils doivent couvrir, selon la répartition faite, tout le territoire national. Tous les partenaires stratégiques s'engagent à mieux exécuter le programme dans une approche plus professionnelle avec un rythme qualifié de nouveau départ. Je voudrais saisir cette occasion pour dire aux SFD partenaires qui ne figurent pas sur cette liste qu'ils ont encore la possibilité de rattraper le train en marche. Je les exhorte donc à fournir les efforts nécessaires pour assainir leur portefeuille et surtout régulariser leur situation vis-à-vis du FNM. Le politique ou autres acteurs exogènes au programme n'auront plus la possibilité de s'immiscer dans la gestion. Les microcrédits aux plus pauvres, nouvelle génération, c'est 1 milliard de francs CFA pour cette première tranche du programme. Un montant qui doit aller vers les couches démunies pour les activités génératrices de revenus, a martelé la ministre en charge des Affaires sociales. Sera mise en place. Parlons maintenant de ces séances de sensibilisation sur le projet emploi des jeunes. Les localités d'Abomey-Calavi et de Soava ont reçu la visite des membres de la coordination du dit projet. Il était question de la formation des jeunes, de leur installation et surtout de l'entrepreneuriat. Reportage Ghislain Pouguet. La coordination du projet emploi des jeunes PEJ continue son périple. Après Tofos, c'est le tour de la commune d'Abomey-Calavi et de Soava. Jeunes gens, artisans et élus locaux ont répondu présents aux séances de sensibilisation. Les échanges ont tourné autour de l'accès des jeunes aux compétences et surtout à l'emploi. Pour la commune d'Abomey-Calavi, le projet PEJ formera les jeunes sélectionnés et les assistera pour leur installation. Pour la commune d'Abomey-Calavi, 1117 jeunes seront impactés pour la formation en entrepreneuriat. 788
seront prises en charge pour l'appui à l'installation. À Soava, l'accent est mis sur le micro-entrepreneuriat. En ce qui concerne la commune de Soava, 202 bénéficiaires seront impactés sur la composante 2, c'est-à-dire le développement de micro-entrepreneuriat. Dans la conception même du projet PEJ, une attention particulière est accordée aux filles. Toutes les jeunes filles qui seront orientées vers maçonnerie, soudure, menuiserie, charpenterie ou tout ce que nous appelons métier d'homme, le projet va les prendre en compte. Sur le terrain, le projet reçoit l'adhésion des élus locaux. Ce qui revient à la commune de Soava, elle fera en sorte que le projet soit une réalité ici. Le PEJ a vocation d'impacter 17 000 jeunes sur le territoire national dans les domaines de l'artisanat, de la transformation agricole et du tourisme. D'entrepreneuriat des jeunes, allons maintenant à l'éducation civique. Un séminaire atelier s'est tenu avec pour principal objectif de permettre aux jeunes volontaires béninois d'avoir des notions clés sur le civisme, l'éducation civique dans la formation du citoyen. C'est autour de ces thématiques que se sont axés les échanges. Pour le compte-rendu, Précieuse Akwehonon, Monique Thor. À travers cet atelier, l'Infosec souhaite faire des jeunes volontaires des porte-parole en matière d'éducation civique. Mieux, l'Institut veut former les jeunes à mieux porter l'information civique auprès de tous les autres citoyens. À l'occasion, le directeur de l'Infosec a retourné le mot civisme dans tous les sens. Sans civisme, il n'y a pas de développement. Le civisme, c'est la volonté de bien faire. Le civisme, c'est la sauvegarde de l'intérêt national. Le civisme, c'est la lutte contre la corruption. Le civisme, c'est le respect du bien public, etc. Donc nous avons estimé qu'il était opportun que les jeunes volontaires soient formés afin que le Bénin amorce véritablement la voie du développement. Enjeu, contraintes et défis du citoyen dans la modernisation de l'administration, la gouvernance de la citoyenneté au Bénin ou encore la problématique de l'éducation citoyenne dans le développement du Bénin, ce sont là quelques communications qui ont fait l'objet de débats au cours de la journée. Une journée remplie qui permettra aux participants de réfléchir et de faire des propositions concrètes en matière d'éducation du citoyen. Les acteurs de la filière riz veulent formaliser leurs activités. Ils visent une production record, un accroissement de leur rendement. Ils ont rencontré à cet effet les députés pour une séance de travail aux allures de plaidoyer. Brice Chibozo, Jérôme Mumbo. C'est bon et nécessaire aujourd'hui de codifier, de mettre les balises, les normes, et que les gens ne soient plus capables de faire la diversion et la discrétion. Le riz constitue une filière stratégique avec 3 millions de consommateurs. Mais depuis 2015, son taux de production a chuté de 30%. Les acteurs de cette filière entendent ainsi impliquer la représentation nationale pour un accroissement de la productivité à travers 4 leviers importants. Un premier levier serait de prendre des dispositions pour faciliter les achats institutionnels. Le deuxième levier, c'est d'arriver à instaurer des quotas aux importateurs. Ça veut dire obliger les importateurs à acheter une certaine quantité. Il est aussi important que vous travaillez à la bonification du taux de crédit par l'État. Le dernier défi que nous vous proposons, c'est le portage vis-à-vis de la CEDEAO du besoin de protection du riz. Entre autres points qui sous-tendent ce plaidoyer figurent les mesures à prendre pour amener le Bénin à l'autosuffisance en riz, les impacts d'une politique de commercialisation plus cohérente. Selon les députés, ce plaidoyer n'est pas nouveau, mais le goulot d'étranglement reste l'application des textes. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est de faire une revue technique de tous les dispositifs existants. Les filières prioritaires, on a défini les filières prioritaires. Tout ça là est là. Pour qu'on voie comment avancer maintenant. Parce que moi, je trouve qu'on n'avance pas. On piétine beaucoup. Dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, nous pouvons, sur la base des informations dont nous disposons, faire des questions au gouvernement. Nous qui sommes ici, questions orales avec débat au gouvernement. Et là, nous serons forts. Pourquoi au niveau du guide du ministère des Finances, on n'encourage pas, on n'inscrit pas
du riz produit localement. Nous allons le dire. L'une des actions prioritaires peut être la consommation du riz local dans les maisons, les offices publics, les prisons et autres centres à forte concentration humaine. La commune de Dogbo valide son plan de développement local. L'atelier qui consacre cette validation s'est déroulé dans l'arrondissement de Dogbo-Tota sous la présidence effective du maire de la commune, Vincent Kodjo Akakbo. Le document ainsi validé n'attend désormais que son adoption. Henri Fachinan, Évariste Zoumao. L'esprit des échanges convivial et sérieux vu l'attention que tout le monde a accordée à cet atelier de validation est la preuve que ce jour est un grand jour pour la commune de Dogbo, puisque le plan de développement local, la 3e génération encore appelé par ses géniteurs, plan de développement économique et social de la commune de Dogbo est né. C'est un plan de développement économique et social réalisé à partir de 5 axes comprenant 45 projets phares et 145 actions ou que nous appelons les micro-projets. La vision sur laquelle ce projet de développement est basé est élaborée depuis le 26 avril 2007 et demeure toujours valable, et ce qui est intitulé Dogbo en 2025 est une commune bien administrée, économiquement prospère, basée sur l'agriculture et dans un environnement sain et durable. Les amendements devront être intégrés, puis ce sera la phase d'adoption qui sera programmée. En attendant de prendre date, Dogbo peut être fier. Mes appréciations par rapport aux interventions sont positives. J'ai compris que les participants ont bien suivi les communications et ont bien réagi. C'est comme s'ils étaient au début de l'élaboration du PDC, ils ont eu la même réaction que moi. Le plan de développement communal 2e génération est à terme depuis 2012. Raison de plus de se réjouir de l'arrivée du PDC 3, une véritable boussole de développement dont vient de se doter la commune de Dogbo. Ce fut l'une des particularités de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme cette année au Bénin. Un 8 mars sans pagne, sans uniforme. La décision du gouvernement, très peu attendue, a tout de même été appliquée et respectée pour ce qui est de cette édition 2017. Mais en réalité, quel a été le ressenti des femmes elles-mêmes? Comment ont-elles accueilli la nouvelle? William Choki est allé les interroger. Voyez son reportage. GIF 2016, célébration officielle. Un an après, jour pour jour, la même manifestation se déroule dans la même ferveur, mais avec une seule différence. Pas de tissu identique pour les femmes, une première depuis au moins 10 ans. L'exhibition exagérée, avec des foulards qui ne disent pas leur nom, et vous retrouvez derrière des lobbies de business qui ont leur chiffre d'affaires à travers ces activités-là. On ne leur refuse pas ça. D'autre part, ça a bouleversé aussi les données économiques des revendeuses de tissus, parce qu'effectivement, quand elles venaient beaucoup acheter ou choisir des uniformes, ça nous faisait un plus à gagner et on faisait plus de ventes. Donc effectivement, on a un manque à gagner à ce niveau-là. Cette matérialisation a manqué à la fête. Un manque pour ces lobbies tapés dans l'ombre, un manque aussi pour certains acteurs politiques. Quand vous voyez les politiques prendre leurs ressources pour acheter le tissu et l'offrir aux femmes en les prenant comme un bétail électoral, c'est là où ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez des ressources publiques sorties pour imprimer un pagne qu'on devrait vendre. Je voudrais demander à l'État d'aller faire le point. Le 8 mars sans tissu, les femmes du marché d'Antokpa, commerçantes de la denrée, mènent tout autre raisonnement. On considère tout simplement que le pain, dans le système économique actuel, est un produit de luxe. Et se lever pour venir acheter un pain signifie qu'on a peut-être pu manger ou donner à manger 2 ou 3 fois à ses enfants dans la journée, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent. L'État a peut-être refusé la pratique cette année, mais elles estiment que c'est un élément d'identification. Et si on amenait le politique
à comprendre l'importance de l'utilisation de ce paille, on pourrait peut-être revenir tout en mettant des garde-fous par rapport à la gestion des ressources injectées dans cette activité. Avec cette décision, le symbolisme du tissu est en train de disparaître, mais il n'enlève rien à la célébration. Va-t-il durer dans le temps? C'est une autre interrogation. Parlons de toute autre chose à présent, parlons du 7e art. Elles sont presque inexistantes aujourd'hui. Autrefois, elles étaient pourtant très fréquentées par le public cinéphile. Les salles de cinéma ont perdu leur statut de salle de grand rassemblement de projection de films. Question, que sont-elles donc devenues aujourd'hui? Enquête dans le silence des salles qui grouillaient autrefois de monde. Un sujet de Rebecca Kenjamoudé, Jérôme Mumbo et Dean Bouraïma. Chaises poussiéreuses, déchirées et complètement amorties. C'est à cela que ressemblent les sièges de la salle de cinéma Concorde. Un état de délabrement total. En lieu et place des spectateurs, ce sont les rats qui règnent en maître depuis des années. Un vide qui s'accentue et qui est déploré par certains cinéphiles. Avant, le cinéma, c'est chaud. À 16 heures comme ça, les gens déjà plein ici. Bien. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus de cinéma. Nous sommes là, rien. C'est en voie de disparition. Ça, c'est vraiment très grave. Les salles de cinéma peuvent encore beaucoup pour l'État béninois, surtout pour la personne que nous sommes. Ici, nous sommes à Le Bénin, une salle de cinéma autrefois beaucoup convoitée, mais aujourd'hui déserte. En 1980 jusqu'à 1985, il y a plein de spectateurs, de spectacles. En tout cas, il y a beaucoup même d'ambiance. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Tout cet appel à l'endroit du gouvernement. L'État béninois doit faire un effort pour que les salles de cinéma puissent être réouvertes. La situation ne saurait perdurer, rassure le directeur du Centre national de cinéma et de l'image animée. Des réformes sont déjà en cours. Il y a déjà des salles qui sont en train d'être réhabilitées. Déjà. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des salles et de faire des projections. Si on procède de cette façon, on est presque sûr que les Béninois ne s'y rendront pas. Il y a un processus qui est en train de se mettre en place. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment redonner l'habitude aux Béninois d'aller en salle. Depuis des années, les Béninois ont perdu le réflexe des salles de cinéma. Par ailleurs, la nouvelle génération a une passion inédite pour la révolution de la technologie. Une question se pose cependant. Le 7e art pourra-t-il reprendre vie au Bénin? La question reste posée. Grosse interrogation tout de même. Parlons sport maintenant. La 20e édition de la CAN des moins de 20 ans s'est achevée avec le sacre du pays hôte, la Zambie devant le Sénégal. Vous le savez déjà, du jeu a été produit, des talents se sont exprimés, des joueurs se sont révélés. Retour sur ces joueurs qui ont marqué cette compétition. Le 11 type de la CAN U20 Zambie 2017 avec William Bassabi. La Zambie et le Sénégal se taillent la part du lion de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors 2017. En dehors du trophée remporté, les Chipolo Polo Juniors sont au nombre de 5 dans l'équipe type de la compétition. À commencer par le dernier rempart, Mangani Banda, élu meilleur gardien de la compétition et homme du match de la finale. L'avant-centre Patson Daka, auteur de 4 buts, est simplement désigné meilleur joueur de la compétition. Les 3 autres Zambiens de l'équipe type sont le milieu de terrain Edouard Chiloufia et les frères Sakala, Fashion le milieu de terrain et Solomon le défenseur et capitaine de l'équipe. Côté sénégalais, ils sont 4 joueurs à faire partie de cette équipe de rêve de la CAN Junior. Les défenseurs Mbaye Mamadou et Ousseinou Diagne, à qui s'ajoutent les virevoltants milieu de terrain Crépin Diata et Ibrahima Niane. Ce 11 type est complété par 2 joueurs, le milieu de terrain guinéen Morlaï Silla et l'attaquant sud-africain Luther Singh, par ailleurs meilleur buteur de la compétition avec 4 buts et 2 passes décisives. Font figure de remplaçants de ce 11 de la CAN Junior, les Zambiens Prosper Chilouya et Enoch Mwepu, les Sud-Africains Grant Margeman et Liam Jordan, les Guinéens Yamoudou Touré et Mohamed Ali Kamara. L'officier de réserve dans les buts se nomme Lamine Sarr, le gardien de but du Sénégal. Cependant, une observation majeure se dégage.
aucun joueur des 4 équipes éliminées au premier tour n'a retenu l'attention des techniciens de la Confédération africaine de football. Et puis retenez cette grosse information de la journée, la CAF, la Confédération africaine de football, a un nouveau président, son nom Ahmad Ahmad, le Malgache, a été élu donc ce jeudi à la surprise générale président de la Confédération africaine de football lors d'une élection qui l'opposait au Camerounais Issa Hayatou qui dirigeait l'institution depuis 1988. Ahmad Ahmad a remporté justement ces élections avec 34 suffrages des 57 exprimés par les fédérations africaines qui votaient justement à l'occasion de cette élection. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à chacun et à tous.